Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Maïga a dit ceci, je vous fais écouter. La sagesse de son Excellence, Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune, Président de la République algérienne démocratique et populaire, le 29 août 2024. Je reprends. Nous saisissons également cette opportunité pour saluer et reconnaître la sagesse de son Excellence, Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune, Président de la République algérienne démocratique et populaire, le 29 août 2024, lors d'une tournée dans le sud algérien, vous déclariez que la Libye, le Niger et le Mali sont des nations fraternelles que vous soutiendriez et non desserviriez. Le peuple malien n'a pas été surpris par ces propos qui indiquent éloquemment votre panafricanisme à l'instar de vos célèbres prédécesseurs, dont feu le président Abdelaziz Bouteflika, affectueusement appelé Abdelkader Mali. Suite à son établissement à Gao, l'engagement des autorités maliennes à travers les actions suivantes. Offrir le territoire malien comme base arrière aux Moudjahidines, ouvrant ainsi un front sud. Participer aux affrontements armés contre le colonisateur français en déployant des combattants maliens aux côtés des Moudjahidines sur le territoire algérien pour défendre la liberté et la dignité des Algériens. Défendre la cause algérienne dans toutes les instances diplomatiques jusqu'au recouvrement de leur indépendance. Cependant, il est de notre devoir d'appeler votre haute attention sur les propos incongrus de vos collaborateurs, allant à contresens de votre souhait de promouvoir des relations harmonieuses avec vos voisins dans le Mali. Le 31 juillet 2024, le ministre algérien des Affaires étrangères déclarait que la crise malienne n'avait pas besoin de solution militaire. C'est un conflit entre frères. La solution ne peut être que politique. Au sujet de l'accord d'Alger, il a affirmé qu'il avait été bénéfique pour le Mali et avait préservé la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali. S'en départir par conséquent aura un impact négatif sur tous les acquis. En outre, le 26 août 2024, votre représentant permanent auprès des Nations Unies a déclaré, je cite, « Ce matin, j'ai appris par les médias qu'un drone a effectué une frappe dans le nord du Mali, tuant une vingtaine de civils. Ceux qui appuient sur la manette de ce drone n'ont de compte à rendre à personne sur ces frappes. » Fin de citation. De l'analyse des propos du premier, nous constatons une grave ingérence dans les affaires intérieures du Mali. En effet, la nature de la solution déployée par les autorités maliennes ne concerne que les Maliens. Depuis la fin de l'accord d'Alger le 25 janvier 2024, les Maliens n'expriment qu'un seul vœu le concernant, que son âme repose en paix. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'accord est bien et belle mort. Vos incantations ne serviront pas à le ressusciter. L'amour. Vous me donnez l'occasion d'une part de vous réitérer que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens. D'autre part de vous rappeler que le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. À bon entendeur, tant pis. Quant aux représentants permanents algériens, en plus d'offrir le gîte et le couvert, certainement avec de succulents plats de tchèkchouka et de chorba, à des terroristes et des renégats en débandade, son rôle d'estafette désorienté ne contribue guère à la promotion des relations de bon voisinage. De ces propos, il ressort des accusations graves et infondées. D'une part, la qualification de la nature civile des victimes, à partir des médias, est aventureuse et diffamatoire. Et d'autre part, en affirmant que les opérateurs de drones n'ont de compte à rendre à personne, ils alimentent une campagne de désinformation contre le Mali, tout en soutenant l'idée que les voyantes forces de défense et de sécurité maliennes seraient incapables de piloter des drones. Il me plaît ici de rappeler que la montée en puissance des FAMA n'est pas une vue de l'esprit, mais une réalité tangible qui a permis de reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire national.
Concernant l'usage des drones, les opérateurs sont bien des Maliens qui agissent avec professionnalisme, à l'instar du reste des forces de défense et de sécurité maliennes, et traitent les cibles terroristes suivant des procédures conformes aux normes internationales. À titre de rappel, il y a quelques années, les acteurs de l'instrumentalisation des droits de l'homme, déterminés à ternir la performance antiterroriste de l'armée nationale algérienne, ont mis en exergue la question subversive du qui tue qui. Aujourd'hui, nous sommes troublés que le représentant permanent algérien ait rejoint la tendance manipulatrice des droits de l'homme pour s'attaquer à l'armée malienne. Le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques dans l'histoire à reculons. Diplomatique. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne. Et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Ouais. Je répète, le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Je répète pour une dernière fois. Le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Monsieur le Président. Voilà. Je tenais à vous faire écouter cet extrait en particulier avant de vous donner mon analyse du discours, eh bien, que j'ai entendu en général. D'abord, le discours est construit sur un raisonnement logique. C'est un raisonnement qui part d'abord des origines de la crise sécuritaire que connaît le Mali aujourd'hui. Le ministre Abdoulaye Maïga, l'homme à la parole orthogonale, rappelle que la situation malienne aujourd'hui vient de la combinaison de deux facteurs. Des renégats maliens qui s'associent à l'organisation terroriste créée autrefois par l'OTAN au Moyen-Orient, appelée Al-Qaïda. Premier facteur. Deuxième facteur, la destruction de la Libye en 2011 par la coalition de l'OTAN, marquée par l'assassinat de Kadhafi. Destruction qui a été faite en coaction entre les puissances de l'OTAN, menées par Barack Hussein Obama des États-Unis, Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Naguib Boksha pour la France, David Cameron pour la Grande-Bretagne. Ils ont agi en bonne entente avec les deux grandes organisations terroristes, Al-Qaïda, créée dans les années 80 par la CIA pour combattre les soviétiques en Afghanistan, et l'État islamique, créé par l'administration Obama-Clinton, selon l'ancien président américain Donald Trump. C'est avec ces deux organisations terroristes que l'OTAN a attaqué la Libye, saccagé la Libye. Ce qui a permis à ces organisations terroristes de recevoir de l'argent, de recevoir des armes et une couverture médiatique complète, leur permettant d'envahir le Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger, et de commencer à progresser sur le golfe de Guinée, c'est-à-dire sur le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, alors même qu'en même temps, les mêmes organisations attaquent le bassin du Congo et progressent vers le Mozambique pour imposer à tous ces pays africains d'accepter des conditions de bradage de leurs richesses fondamentales, leur or, leur pétrole, leur gaz, leur manganèse, leur coltan, leur lithium, leur diamant, leur bois, leur café, leur cacao, bref, maintenir l'Afrique en situation de déstabilisation permanente afin de forcer les dirigeants africains à se soumettre aux règles économiques des impérialistes de l'OTAN. Ce plan a été dévoilé et le monde entier le connaît.
L'une des raisons pour lesquelles je suis persécuté par la dictature de M. Macron en France, c'est que je dénonce justement la responsabilité des grandes puissances de l'OTAN dans la déstabilisation du continent africain. Le ministre Abdoulaye Maïga a commencé par rappeler ce fait. Qui est responsable de la déstabilisation de l'Afrique aujourd'hui? Eh bien, ce sont des organisations terroristes qui ont été créées par les renseignements généraux occidentaux au Moyen-Orient. C'est la grande alliance militaro-politique occidentale de l'OTAN qui est coupable de la déstabilisation que l'Afrique connaît actuellement. Car c'est elle qui a détruit la Libye, armé les deux grandes organisations terroristes et organisé l'invasion terroriste du continent. Nous possédons pour cela 4 preuves incontestables que nous avons enseignées aux Africains. La première, ce sont les révélations des emails de Mme Hillary Rodham Clinton. Ils ont été révélés dans le cadre du scandale Wikileaks. Ces emails ont indiqué que l'OTAN n'a pas tué Kadhafi, détruit la Libye au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Non, c'est parce que Kadhafi se préparait à mettre en place une monnaie continentale africaine, dinar-or, qui aurait mis fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. C'est écrit noir sur blanc dans les mails de Mme Hillary Clinton, révélés par le scandale Wikileaks et le grand lanceur d'alerte Julian Assange. La deuxième preuve est connue de tous mes amis sur les réseaux sociaux. Je prends souvent un aveu de taille du fraîchement élu président français Emmanuel Macron, accordant une interview au Figaro au mois de juin 2017. Il affirme, je cite, « Nous, entre parenthèses, il parlait des Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Fin de citation. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. Dixit Emmanuel Macron, président de la République française. Donc le président français, Emmanuel Macron, a lui-même reconnu la responsabilité de la France et de la coalition otanienne dans laquelle la France a opéré dans la déstabilisation actuelle de l'Afrique. La troisième preuve qui permet au docteur-colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, porte-parole du gouvernement malien, de dire que c'est l'action de l'OTAN qui est la cause de la déstabilisation de l'Afrique. Mais c'est la conversation rapportée entre le ministre Sergueï Lavrov et l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France en 2013, Laurent Fabius, qui n'a jamais démenti Lavrov. Fabius, au nom de la France, demande à Lavrov d'obtenir que la Russie n'utilise pas son veto contre l'intervention militaire française au Mali, intervention qui aurait vocation à arrêter les terroristes qui déferleraient vers Bamako. La Russie, au nom de son chef de la diplomatie, marque son accord pour permettre à la France d'intervenir et de stopper les terroristes, qu'on appelle abusivement à cette époque les djihadistes, pour tromper les Africains et salir la belle et noble religion musulmane. Mais Lavrov fait le commentaire suivant à Laurent Fabius, qui est toujours vivant, il est président du Conseil constitutionnel. Il lui dit, « Mon cher Laurent, vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. » Réponse de Fabius. On aurait pu s'attendre à ce que Laurent Fabius fasse objection et dise à son homologue, mais c'est inacceptable, ce sont des accusations très graves, je ne peux pas vous permettre de dire ça. C'est pas possible que vous disiez que nous avons soutenu des terroristes en Libye, monsieur Lavrov. Là, non, pas question. Non, ce n'est pas ce que fait le ministre des Affaires étrangères de la France d'alors, Laurent Fabius. Il dit à Lavrov, c'est la vie. Il dit que c'est la vie. Donc la vie, c'est la duplicité qui consiste à armer des terroristes en Libye et ensuite à venir proposer aux Maliens de les aider à combattre les terroristes qu'on a soi-même armés. Et donc la vie, du point de vue de cette diplomatie
effectivement néocolonialistes, la vie, c'est la duplicité. La vie, c'est la tromperie. La vie, c'est le double langage, c'est le double standard. La vie, c'est l'art d'être un pompier pyromane. Pyromaniac firefighter. Is this life? Et ça, c'est la troisième preuve. Je cite une quatrième. Une quatrième preuve incontestable. Mais ce sont les aveux, je cite souvent cette preuve-là, les aveux d'une enquête de France 24, publiée le 30 juillet 2014. Une enquête de France 24 a établi le titre « La France, premier banquier des djihadistes au Sahel ». La France, premier banquier des djihadistes au Sahel. Cette enquête se base sur les révélations d'un responsable politique américain qui s'appelle à l'époque David Cohen. Il est sous-secrétaire d'État américain. Sur la base des renseignements américains, il affirme, et c'est publié dans le New York Times, c'est publié dans toute la presse américaine, que l'un des mécanismes par lequel les terroristes sont financés au Sahel, sont financés en Afrique, c'est le paiement de rançon. Et que les pays européens en général, et la France en particulier, sont champions dans le paiement de rançon. En 2014, on recensait près de 200 millions de dollars versés aux groupes terroristes en guise de paiement de rançon. Donc en fait, on savait très bien que c'est grâce aux rançons que les terroristes ont du cash avec lequel ils recrutent dans le lumpen prolétariat africain. C'est grâce aux rançons que les terroristes, précisément, peuvent s'approvisionner dans le marché des armes, participer au commerce de la drogue et consorts. C'est grâce à l'argent des rançons. Au point que finalement, on s'est rendu compte que un certain nombre d'enlèvements de journalistes occidentaux au Sahel étaient en réalité organisés par les renseignements généraux pour utiliser ces enlèvements comme moyen de décaisser des fonds spéciaux pour les organisations terroristes. Voilà la vérité. Si vous étudiez l'histoire des enlèvements de journalistes au Sahel, vous verrez qu'il y a certains enlèvements qui sont clairement des auto-enlèvements, qui sont clairement des livraisons. C'est-à-dire qu'on leur donne l'appât. L'appât, c'est le journaliste qui est complètement, évidemment, il est mis à contribution dans un stratagème permettant de décaisser les fonds spéciaux nationaux. Donc, il se fait prendre comme otage. Et bien sûr, il va mener une dolce vita entre les mains des terroristes, puisque de toutes les façons, il est juste en réalité une caution pour que l'argent public soit décaissé en vue de sa libération. Et à travers sa libération, l'organisation terroriste fait bingo. Elle s'en met plein les fouilles. Ce mécanisme a été dénoncé par un article de France 24 du 30 juillet 2014. Cet article a été repris de la presse américaine. Il était dans le Washington Post. Il était dans le New York Times. Et M. David Cohen, sous-secrétaire d'État américain, a parlé de manière formelle. Il a dit, c'est la principale source de financement des organisations terroristes. Bien sûr, Cohen s'est empressé de dire que les Américains, eux, ne payent pas, alors qu'on sait qu'ils payent. Puisque si Donald Trump nous dit que c'est Obama et Clinton qui ont créé l'État islamique, et si nous savons que dans les années 80, Al-Qaïda a été créé par la CIA pour combattre les soviétiques, alors comment est-ce qu'on peut nous dire que ce sont seulement les États européens, c'est la France qui paye les rançons et pas l'Amérique ou la Grande-Bretagne, son allié naturel? La vérité est que les organisations terroristes ont bénéficié par toutes sortes de montages, de financements venus et des monarchies du Moyen-Orient et des grandes puissances de l'OTAN. Quant à la composition de leurs armes, il n'y a aucun doute. Leurs armes indiquent qui sont leurs parrains, ces organisations. Bon, non, voilà 4 preuves. J'ajoute souvent une 5e. C'est une conversation qui a lieu entre le président Mahamadou Issoufou et le président Barack Obama. Mahamadou Issoufou est alors président du Niger. Obama est président des États-Unis. Il se prépare à saccager la Libye. Et Mahamadou Issoufou lui dit, ne saccagez pas la Libye. Si vous saccagez la Libye, vous déstabilisez toute l'Afrique. Obama lui dit, non,
We will finish the job. On ira jusqu'au bout. Justement, on veut déstabiliser l'Afrique. On a besoin d'une Afrique déstabilisée pour imposer les conditions de la Banque mondiale, les conditions du FMI, les conditions du dollar, la suprématie du dollar, la suprématie de l'euro et du CFA. On ne peut pas les imposer à un pays en bonne santé financière, en bonne santé économique, en bonne santé politique. Il faut déstabiliser pour imposer notre ordre. Leur méthode est celle-là. Ils imposent leur ordre en commençant par semer le chaos. C'est l'ordre par le chaos. On vient déstabiliser un continent entier pour pouvoir imposer à ce continent des termes d'échange inégaux. Vous avez compris? Voilà, c'est tout. Donc, le ministre Abdoulaye Maïga est parti de cette évidence que la terre entière doit partager. L'Afrique n'est pas déstabilisée pour des raisons religieuses. L'Afrique n'est pas attaquée par des djihadistes, elle est attaquée par des terroristes qui ont été armés depuis 2011 à l'occasion du saccage de la Libye par l'OTAN. Voilà la vérité qui a été dite devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le deuxième élément clé du discours du docteur-colonel Abdoulaye Maïga, c'est la déduction des catégories. C'est-à-dire qu'une fois que cette évidence sur les causes réelles de la déstabilisation, une fois que cette évidence est posée, le docteur Abdoulaye Maïga dit, bon, on avait donc au Mali et partout en Afrique obligation de choisir entre deux philosophies. La philosophie de l'autruche, la politique de l'autruche qui consiste à s'enfoncer le cou dans le sable en espérant que la tempête va passer jusqu'à ce qu'un loup vienne manger l'autruche qui croyait se protéger en se voilant la face, ou alors assumer avec le courage littéralement du lion, assumer la nécessité d'affronter l'adversaire. Pendant très longtemps, les pays africains, sous l'emprise du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, ont appliqué une politique de l'autruche à l'agression terroriste. Car ils refusaient de lier l'agression terroriste à l'action impérialiste de l'OTAN. Les pays africains voulaient séparer l'agression terroriste de l'action impérialiste de l'OTAN. Et par conséquent, ils se condamnaient littéralement à être incapables de faire reculer le terrorisme. Car tant que vous n'avez pas identifié les puissances qui parrainent, les sponsors étatiques du terrorisme, vous ne pouvez pas le combattre efficacement. Pendant plus de 10 ans, le Mali, le Burkina, le Niger, toute l'Afrique, pratiquement, tout le Sahel, était aligné sous une fausse doctrine. Une doctrine qui ne portait aucun fruit. Les peuples étaient délogés massivement de leurs terres. Le vaste plan dont Obama parlait, we will finish the job, ce plan avançait. Et on voyait très bien les terroristes qui avançaient du Sahel vers le golfe de Guinée. Et on voyait très bien les bases militaires de l'OTAN qui avançaient de l'Afrique du Nord vers l'Afrique centrale, qui descendaient sur tout le continent. C'est-à-dire que les terroristes sont des éclaireurs des avancées de l'OTAN. Regardez la progression militaire de l'OTAN sur le sol africain. Vous vous rendrez compte que cette progression se fait dans le sillage des mouvements terroristes. Les mouvements terroristes sont des pionniers, sont des éclaireurs. Ils déstabilisent et l'OTAN vient proposer des bases militaires pour stabiliser. Quoi? L'instabilité. Les bases militaires que l'OTAN a imposées en Afrique, les bases militaires même françaises qui ont été imposées en Afrique, n'ont jamais assuré la stabilité du continent. Elles ont toujours stabilisé l'instabilité, l'insécurité des populations. Et c'est ça le but. Donc, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga démontre que, une fois qu'a émergé au Mali, au Burkina Faso, au Niger, une élite politique qui a compris le lien intime entre le terrorisme et l'impérialisme, une fois que cette molécule a été comprise dans sa concaténation, dans sa structuration, mais les données ont changé. Aujourd'hui, l'armée malienne est la plus grande puissance militaire en opération sur les 1 241 000 km² de son territoire. La totalité du territoire du Mali aujourd'hui est sous la capacité, le pouvoir de l'armée malienne. Il y a des postes terroristes ça et là, mais désormais, le propriétaire du terrain, c'est l'État malien. C'est l'armée malienne. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué une bonne doctrine. Ils ont décidé de ne pas coopérer avec les puissances qui ont parrainé justement l'invasion terroriste. À partir du moment où
les pays du Sahel ont refusé de coopérer avec les puissances de l'OTAN, les terroristes ont été privés d'une source de renseignement énorme. C'est que les officiers de l'OTAN étaient à l'intérieur des états-majors maliens, burkinabés, nigériens. Et par conséquent, puisque l'OTAN est la grande organisation parraine de l'invasion africaine, ben, les groupes terroristes étaient informés en temps et heure de toutes les opérations menées contre eux. D'où l'inefficacité pendant 10 ans de toutes ces armées. Regardez une grosse armée comme celle du Nigeria. J'espère que vous comprenez pourquoi le Nigeria échoue à vaincre les groupes terroristes. Le Nigeria échoue à vaincre les groupes terroristes parce que l'armée nigériane ne peut pas sécuriser les informations qu'elle a, puisqu'elle est sous la coupe de l'OTAN. Le renseignement militaire nigérien étant sous le contrôle de l'OTAN, l'OTAN étant l'organisation parraine de la déstabilisation de l'Afrique depuis 2011, il s'ensuit que les terroristes peuvent frapper au Nigeria à volonté, puisqu'ils sont souvent bien renseignés. Ils sont bien renseignés pourquoi? Parce que leurs parrains sont au cœur de l'appareil militaire du Nigeria. Donc les Sahéliens du Mali, du Burkina et du Niger ont simplement pris la décision de ne plus se confier à ceux qui ont tué Kadhafi, à ceux qui ont envahi la Libye, à ceux qui ont armé Al-Qaïda. Ils ont décidé de ne plus faire confiance aux puissances qui ont parrainé les groupes terroristes et qui les parrainent. Et le docteur-colonel Abdoulaye Maïga est venu simplement rappeler cela. Nous avons donc changé de doctrine au Mali, au Burkina et au Niger. Et c'est cela l'Alliance des États du Sahel. La confédération de l'Alliance des États du Sahel est née sur la base d'un changement de doctrine. À propos de la lutte antiterroriste. On ne peut pas combattre le terrorisme avec des puissances qui l'ont installé. On ne peut pas d'un côté avoir les emails d'Hillary Clinton qui nous disent pourquoi on a tué Kadhafi et mener en Afrique noire une politique qui ne tienne pas compte de cette réalité. On n'a pas tué Kadhafi pour la démocratie. On ne l'a pas tué pour les droits de l'homme. C'était un mensonge. Comme les fameuses armes de destruction massive de Saddam Hussein étaient un mensonge. On a tué Kadhafi parce que Kadhafi empêchait les perspectives de recolonisation du continent africain par les puissances impérialistes occidentales. Voilà la vérité. À partir du moment où toi tu es dirigeant africain et que tu sais pourquoi on a tué Kadhafi, si tu veux servir ton peuple, tu ne peux pas te faire asservir par ceux qui ont tué Kadhafi. Tu ne peux pas. Je rappelle à ceux qui me cherchent côté YouTube que je suis sur YouTube, sur la page qui s'appelle Institut Afrique des Libertés. Institut Afrique des Libertés. N'oubliez pas de prendre d'abord un abonnement formel. Je ne parle pas encore de l'abonnement commercial, l'abonnement formel. Il y a aussi la page que j'ai lancée ces derniers temps, que vous connaissez, elle s'appelle Université libre de l'Afrique des libertés. Vous la connaissez. Venez-y, en attendant que YouTube me restitue la propriété de mon compte mail personnel et de la chaîne YouTube qui a été piratée par les mercenaires informatiques de la France-Afrique. J'ai fait toutes les procédures et j'irai jusqu'au bout avec le collectif d'avocats qui m'accompagne pour faire respecter mes droits. Alors, je reviens au sujet. La deuxième partie de la démonstration était faite. La doctrine de la libération africaine ne peut pas consister à mener cette libération en association avec des puissances qui ne veulent pas de l'Afrique libre, qui veulent d'une Afrique vassale, une Afrique néocolonisée, une Afrique qui restera sous la coupe du dollar, sous la coupe de l'euro et du franc CFA. On ne peut pas lutter contre les terroristes en s'appuyant sur ceux qui les ont amenés. Troisième étape de la doctrine, du discours, et qui m'a vraiment marqué, c'est quand le docteur-colonel Abdoulaye Maïga s'appesantit sur le cas algérien et dissèque le cas algérien. Non, avec l'homme à la parole orthogonale, il faut toujours vous méfier quand il commence à dire beaucoup de bien de quelqu'un. Je connais mon type. Moi-même, j'ai senti, quand dans son discours, il commence à dire « Nous voulons saluer la sagesse du président Abdelmajid Tebboune », j'ai dit « Ouh là là !» La figure de style qui va s'imposer ici, ça s'appelle l'antiphrase. Quand vous entendez le docteur-colonel Abdoulaye Maïga dans un discours, commencez par vous parler des qualités d'un homme. Sachez que cet homme là-bas
va connaître une déconvenue. Parce qu'en fait, la méthode malienne ici, elle consiste à souligner que l'homme revendique des qualités. Mais en fait, ensuite, dans un deuxième moment, en montrant qu'en fait, il ne les a pas. Certes, il les revendique d'un côté, mais en réalité, il ne les a pas. Ça vous rappelle comment a été traité le fameux chameau Alassane Draman Ouattara? Je m'en souviendrai toujours. Le docteur-colonel Abdoulaye Maïga a commencé par dire « Nous tenons à remercier les sages conseils qui nous ont été prodigués par notre doyen, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ce sont des conseils que nous appliquerons. Mais, sur le chemin de cette application, nous porterons une attention particulière au troisième mandat. Le troisième mandat. Le troisième mandat, c'est la magie. C'est là que l'antithèse commençait sur Ouattara Draman. Jusqu'aujourd'hui, Ouattara porte le nom de chameau après ce discours. Pourtant, dans la première partie de la démonstration, Abdoulaye Maïga avait littéralement magnifié Ouattara. Mais attention, quand ce monsieur est en train de faire un discours solennel et qu'il vous magnifie un adversaire, sachez que c'est parce que l'adversaire va souffrir. Donc, il commence par souligner qu'Abdelmajid Tebboune prétend être porteur de la philosophie panafricaniste, de la mémoire, de la camaraderie, de la fraternité de lutte algéro-malienne, algéro-africaine. Il commence par souligner cela. Ensuite, il va donc choper deux responsables algériens qui, précisément par leur déclaration, ont prouvé que le régime de Tebboune n'est pas panafricaniste. Ce sont le ministre des Affaires étrangères algérien et un autre conseiller du gouvernement. Prenant leurs propos, il en conclut qu'il s'agit d'énergumènes diplomates. Pourquoi sont-ils des énergumènes diplomates? Parce que d'un côté, ils prétendent que l'accord de paix doit être ressuscité, alors même que l'accord de paix leur a servi pendant très longtemps à se comporter comme si le Mali était une province de l'Algérie. Parce qu'en fait, à travers l'accord de paix d'Alger de 2015, à travers l'accord de paix d'Alger de 2005, à travers cet accord, non, 2015, à travers cet accord de paix, que cherchait-on? L'Algérie, en fait, se faisait arbitre. Mais en réalité, elle était juge et partie du conflit au Mali. À travers l'accord de paix d'Alger, en fait, elle protégeait ses protégés. Elle s'assurait que le Mali reste déstabilisé au nord, que ses protégés continuent à nuire à l'unité et à la sérénité de l'État malien, et en même temps, elle voulait continuer à passer pour une très bonne amie du Mali. Premier point. Mais deuxième point, les deux énergumènes diplomates, comme les a appelés le ministre d'État Abdoulaye Maïga, prétendent que lorsque le Mali combat les terroristes sur son sol, ce n'est pas la bonne méthode, il devrait passer par le dialogue. Mais il y a un tout petit problème. D'abord, le Mali est en train de combattre les terroristes sur son sol. De quoi l'Algérie s'en mêle? Est-ce que c'est sur le sol algérien que le Mali a combattu les terroristes? Premier point. Deuxième point, mais l'Algérie elle-même, est-ce qu'elle brille par l'usage de la négociation dans le combat contre les terroristes? Quand Abbassi Madani a gagné les élections en 1992 au nom du Front islamique du salut, est-ce que l'Algérie a accepté qu'il exerce le pouvoir? Est-ce que le régime algérien du FLN là, a accepté sa défaite démocratique? Si c'était un régime pacifique, il aurait accepté sa défaite face au Front islamique du salut en 1992. Mais ils n'ont jamais accepté leur défaite. Ce sont eux qui parlent au Mali de méthode pacifique. Quel est le traitement qui a été réservé à la guérilla islamiste en Algérie? Ça ne s'est pas réglé dans le sang. N'y a-t-il pas eu d'ailleurs par ailleurs de terribles bavures contre les populations civiles en Algérie, y compris de la part des forces de sécurité, dans le cadre de la lutte antiterroriste? Faut-il qu'on rappelle ici les histoires de tous ces prélats, ces prêtres assassinés, dont on se demande exactement qui tue qui, jusqu'aujourd'hui en Algérie? Non, voici un régime qui a brillé par sa brutalité envers le peuple algérien. Un régime qui bride l'expression souveraine des Algériens. Un régime qui est impitoyable envers ses opposants politiques en Algérie. Et qui vient donner des leçons de morale politique aux Maliens. C'est trop facile. Troisième élément important que souligne le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, porte-parole. Mais écoutez,
l'Algérie n'est-elle pas le lieu où, actuellement, les principaux chefs terroristes qui ensanglantent le nord du Mali ont leur base arrière? Mais comment vous pouvez offrir la shorba, offrir les meilleures assiettes d'Algérie à Iyad Aghali, qui est le chef d'Al-Qaïda, lui et ses adjoints, comment peuvent-ils avoir le gîte, le couvert, les soins, la couverture médiatique, la protection, la reconnaissance diplomatique de l'Algérie, alors que l'Algérie, de l'autre côté, prétend favoriser le dialogue? Pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas dialogué avec ces terroristes à elle? Quand les Algériens combattaient les terroristes sur le sol algérien, ils les ont combattus à coups de dialogue ou à coups de Kalachnikov, de bombes, de pendaisons haut et court, et même parfois de massacres. Donc, en fait, objectivement, quel est l'Algérien, quelle est l'Algérienne digne de ce nom, qui peuvent se tenir devant les Maliens et dire l'attitude du gouvernement Tebboune envers le Mali est une attitude juste. Nos frères et sœurs algériens, qui sont véridiques, ne peuvent pas défendre Abdelmajid Tebboune dans sa politique de duplicité envers le Mali. De manière évidente, tout Algérien doivent savoir que le régime Tebboune a rompu avec la philosophie du panafricanisme révolutionnaire du FLN. Il a rompu avec cette philosophie et a décidé de participer à la duplicité caractéristique de l'impérialisme otanien. Le Mali a servi de base arrière à la lutte anticolonialiste algérienne. Des Maliens sont morts aux côtés des Algériens, combattant les colons français. L'inverse n'existe pas. L'Algérie n'a pas encore versé son sang pour la libération du Mali. Si les dirigeants algériens actuels avaient la conscience révolutionnaire panafricaniste et historique, jamais ils ne serviraient l'Algérie comme base arrière à des groupes terroristes pour attaquer le pays qui a servi de base arrière au mouvement de libération nationale. Donc la démonstration du docteur-colonel Abdoulaye Maïga est impeccable. C'est une démonstration imparable. La diplomatie algérienne a été battue à plate couture dans cet exercice d'argumentation publique. Il n'y a que 3 questions à poser à l'Algérie. Hébergez-vous, oui ou non, les chefs terroristes d'Al-Qaïda? Si la réponse est oui, il n'y a plus de débat. Vous êtes donc en réalité complice de terrorisme et donc vous êtes une puissance terroriste. Et quand nous avons appliqué ce raisonnement-là aux aventuriers ambigus du Sénégal, les gens n'ont pas voulu. Mais on doit poser à Ousmane Sonko et à Diomaye Faye. Hébergez-vous, oui ou non, un ambassadeur qui a assumé d'avoir, au nom de son pays, l'Ukraine, participé à l'attaque terroriste de Tinzaouaten? L'hébergez-vous sur votre territoire, oui ou non? Et il n'y a pas de demi-réponse. Si vous dites oui, alors vous reconnaissez que le régime sénégalais actuel est allié des terroristes. Et ça aussi, il a fallu que je le dise peut-être plusieurs fois pour que les Sénégalaises et les Sénégalais l'entendent. Parce qu'ils ne voulaient même pas l'entendre. Un ambassadeur qui se met publiquement sur Facebook et dit, oui, nous avons mené l'attaque terroriste qui a tué des dizaines de soldats maliens à Tinzaouaten en association avec Al-Qaïda, l'État islamique. Nous l'avons fait. Un tel ambassadeur peut-il continuer à se promener librement dans un pays qui n'est pas parrain de terroristes? Non. Et il faut que les Sénégalaises et les Sénégalais le disent à Ousmane Sonko que l'Afrique sait qu'il parraine. Il parraine un ambassadeur terroriste. Voilà. Et vous ne pouvez pas héberger chez vous quelqu'un qui a revendiqué un acte terroriste contre un pays frère et venir dire à ce pays frère, jamais, jamais le Sénégal ne servira de base arrière pour attaquer le Mali. C'est pourtant le cas. C'est ce qui s'est passé. Vous niez des vérités factuelles. L'ambassadeur ukrainien qui a revendiqué l'attaque de Tinzaouaten au Sénégal. Donc le Sénégal est une base arrière pour attaquer le Mali. Mais vous pensez que nous sommes allés à l'école pour nous amuser avec les évidences rationnelles et logiques?
Enfin, le dernier point du discours qui m'a marqué, du docteur-colonel Abdoulaye Maïga à l'ONU, c'est de dire que le Mali prend des dispositions pour s'assumer.